question, qui est l'apport de l'IRM cérébral chez le nouveau-né présenté par Madame Mesh. C'est l'équipe de professeur Habzi. Cher maître, honorable présence, permettez-moi de vous présenter ce travail intitulé l'apport de l'IRM cérébral chez le nouveau-né. Donc, l'exploration des lésions cérébrales constitue un défi. Donc, l'exploration des lésions cérébrales constitue un défi majeur en néonatologie, bien que l'échographie transfrontalière constitue un examen de choix en raison de sa disponibilité et de son caractère non invasif. L'IRM reste la modalité d'imagerie la plus performante. Elle permet de visualiser en détail les structures cérébrales et de détecter les lésions plus complexes. En effet, l'identification précoce des lésions cérébrales est essentielle pour optimiser la prise en charge et améliorer le pronostic des nouveau-nés à risque. Donc pour ce travail, nous avons mené une étude rétrospective, descriptive, dans le service de médecine et de réanimation néonatale à l'hôpital Harochi à Casablanca, sur une durée de 20 mois, de tous les nouveau-nés hospitalisés ayant bénéficié d'une IRM cérébrale au cours de leur hospitalisation et dont l'examen neurologique était anormal. L'objectif principal étant de décrire les types de lésions cérébrales néonatales détectées par l'IRM. Néanmoins, l'IRM a également un apport pronostic dans la prise en charge des pathologies cérébrales. Donc, 28 patients ont bénéficié de l'IRM cérébrale. L'âge médian était de 29 jours, le sexe ratio de 1,3 et l'âge gestationnel médian de 35 semaines d'aménorrhée. 46% de nos patients étaient des prématurés, 61% avaient une mauvaise adaptation à la vie extra-utérine. Donc, la principale indication de réaliser l'IRM cérébrale était la détresse neurologique. L'indication était posée devant des crises convulsives néonatales chez 11 patients, l'hypotonie ou encore des réflexes archaïques faibles chez 6 patients. 10 nouveau-nés étaient des prématurés avec un long parcours d'oxygénodépendance et un examen neurologique qui était anormal. Si l'IRM était réalisé chez des nouveau-nés ayant une mauvaise adaptation à la vie extra-utérine et dont l'atteinte neurologique clinique était persistante. De nos 28 IRM réalisés, 64% étaient pathologiques, 36% étaient normales. Donc, en ce qui concerne les diagnostics, on a trouvé des cas d'encéphalopathie anoxo-ischémique devant des défauts de myélinisation dans 3 cas. On a trouvé également de l'hémorragie cérébrale dans 4 cas, dont 2 hémorragies intraventriculaires, une hémorragie sous-épendymaire et un hématome intraparenchymateux. La leucomalacie a été diagnostiquée par le biais de l'IRM dans 3 cas, montrant un hypersignal T2 de la substance blanche. Le diagnostic de maladie métabolique a été fait chez 2 cas, devant la présence d'un pic de leucine et de lactate. Donc, voici quelques cas cliniques de notre étude. C'est le cas d'un nouveau-né de sexe masculin, prématuré de 34 semaines d'aménorrhée, accouché par voie basse avec une mauvaise adaptation à la vie extra-utérine. L'examen clinique retrouvait une détresse respiratoire à 4 dixièmes au score de Silverman avec des réflexes archaïques qui étaient faibles. Le nouveau-né fut intubé ventilé pendant longtemps en raison des MMH et de tableaux d'entérocolites ulcéro-nécrosantes. Les ETF de dépistage ou encore de suivi réalisés au cours de son hospitalisation étaient totalement normales. Par contre, l'IRM réalisé avait objectivé des lésions de leucomalacie périventriculaire. Le deuxième cas clinique, il s'agit d'un nouveau-né de sexe féminin, accouché par césarienne à terme à 41 semaines d'aménorrhée, avec une mauvaise adaptation à la vie extra-utérine et un contexte de liquide amniotique méconial. Il a été hospitalisé pour des convulsions néonatales. L'examen clinique retrouvait une détresse neurologique sévère. La TDM réalisée initialement était normale. L'IRM, devant l'examen neurologique perturbé, on a réalisé une IRM cérébrale qui avait objectivé ce cas de thrombose de sinus transverse avec une occlusion de l'artère carotide interne. Donc, devant ces thromboses, on avait réalisé un bilan de thrombophilie qui était revenu normal. L'étude génétique a révélé une mutation qui s'intègre dans le cadre d'une maladie métabolique qui est l'homocystinurie. Donc, le troisième cas clinique, il s'agit d'un nouveau-né de sexe féminin ayant un frère décédé dans un tableau de convulsion néonatale. La patiente fut hospitalisée pour le même tableau avec à l'examen clinique une hypotonie, une somnolence, l'hyporéactivité avec des réflexes archaïques qui étaient faibles. Le bilan initial devant le décès de la fratrie, on a réalisé une ammoniémie qui était normale, un EG également normal. Le contexte faisait évoquer une maladie métabolique, de la réalisation d'une IRM par spectroscopie qui avait diagnostiqué une leucénose, bien avant la réalisation de la chromatographie qui a révélé un taux de leucine qui était très augmenté. Mais heureusement pour le patient, le régime était démarré bien avant la réalisation de la chromatographie qui normalement prenait environ 15 jours. Donc, l'IRM comporte des séquences T1, T2, flair et diffusion pour une analyse morphologique et la maturation cérébrale.
L'interprétation des anomalies dans le cerveau néonatal représente un défi majeur, la première étape étant de distinguer entre une apparence normale et une apparence anormale. Donc, le cerveau néonatal évolue rapidement, de structure très hydratée à une organisation encore plus structurée grâce à la production de macromolécules. Ces transformations impactent l'image de l'IRM où la substance blanche et grise apparaissent initialement inversées par rapport à un cerveau adulte. Donc, pour la leucomalacie périventriculaire, il s'agit d'une lésion ischémique, hypoxique ischémique qui affecte principalement la substance blanche chez le nouveau-né. Elle entraîne un risque accru de paralysie et de troubles neurodéveloppementaux. L'IRM est particulièrement performante pour détecter ces lésions en raison de sa capacité à visualiser les anomalies subtiles de la substance blanche. Elle permet d'évaluer les altérations de myélisation et la perte du volume de la substance blanche périventriculaire. Les lésions apparaissent principalement en signal hypointense en T1 et hyperintense en T2. L'encéphalopathie anoxo-ischémique néonatale résulte d'une privation d'oxygène ou d'une insuffisance de perfusion cérébrale qui affecte le cerveau néonatal. L'IRM cérébral, en particulier les séquences en diffusion, constitue un outil clé pour identifier ces lésions précocement. Elle permet de détecter les altérations de la microstructure cérébrale. Elle permet également d'orienter la mise en place de traitements neuroprotecteurs comme l'hypothermie thérapeutique qui ont montré une efficacité dans la réduction des séquelles neurologiques chez les enfants atteints d'encéphalopathie anoxo-ischémique. Donc, pour conclure, l'imagerie par résonance magnétique cérébrale représente un atout majeur pour le diagnostic et la gestion des infections cérébrales chez les nouveau-nés. Les limites de l'IRM étant la disponibilité et le coût, ainsi que la nécessité de techniques adaptées pour les nouveau-nés. L'examen neurologique perturbé reste au centre des indications de réalisation de l'IRM, malgré la normalité des restes des examens cliniques. Merci pour vous. Merci, Madame Dr Mesh.